Décision judiciaire devenue définitive et mise à exécution pour une infraction qualifiée crime ou délit bénéficie d'une remise de peine de la totalité de la peine qui reste à subir si celle-ci est inférieure ou égale à 10 mois, de 6 mois si la peine prononcée est supérieure à 10 mois et inférieure ou égale à 2 ans, d'1 an si la peine prononcée est supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 4 ans, de 15 mois si la peine prononcée est supérieure à 4 ans et inférieure ou égale à 6 ans, de 2 ans si la peine prononcée est supérieure à 6 ans. Les remises gracieuses prévues dessus ne sont pas applicables aux récidivistes et aux personnes condamnées pour les infractions ci-après: vol commis avec au moins 3 circonstances aggravantes, fausse monnaie, détournement du denier public, trafic de drogue, corruption, trafic d'influence ou concussion, terrorisme, crime d'esclavage, meurtre, parricide, assassinat ou emprisonnement, attentat aux mœurs, viol, attentat à la pudeur, harcèlement sexuel, acte impudique sur mineur de même sexe, outrage public à la pudeur, évasion, blanchiment des capitaux, abus de biens sociaux. Nonobstant les dispositions ci-dessus bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir les femmes allaitantes ou en grossesse, les personnes atteintes d'épilepsie, d'affections tuberculeuses, cancéreuses, lépreuses ou sidéennes médicalement constatées, les mineurs de moins de 17 ans, les personnes âgées de 60 ans ou plus, les malades mentaux. Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugements supplétifs d'actes de naissance ayant servi de support pour la remise de la peine s'avéreraient faux verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuite pénale pour usage de faux. Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi. Les procureurs de la République et les présidents des tribunaux d'instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes des bénéficiaires avant toute mise en liberté. À l'Assemblée nationale, les députés se sont penchés aujourd'hui sur le projet de loi organique déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement du Conseil d'État. Après audition des rapports, la commission saisie au fond et de la commission saisie pour avis, les députés ont procédé à l'examen minutieux du projet de loi qui a été par la suite adopté avec 86 voix pour et 0 abstention. Nous reviendrons plus en détail sur les travaux ayant abouti à l'adoption du dit projet de loi à l'Assemblée nationale dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre Brigitte Raffini a présidé cet après-midi la célébration de l'année internationale des coopératives. Les manifestations commémoratives ont été organisées par le réseau national des chambres d'agriculture et les organisations laitières de coopératives en collaboration avec le ministère de l'Agriculture. Suivons un extrait du discours prononcé par le Premier ministre à cette occasion. L'avènement de la 7e République, avec le programme de la Renaissance, plusieurs actions ont été initiées au profit des populations rurales et plus spécifiquement des organisations de producteurs à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Il en va ainsi de la réhabilitation d'un certain nombre d'aménagements hydro-agricoles, de l'aménagement de nouveaux périmètres irrigués et de l'appui en intrants et en équipement, ainsi que l'appui aux conseils et aux coopérateurs. Il est heureux de constater que les organisations paysannes ont fortement adhéré à cette initiative et je les invite à se mobiliser davantage pour sa mise en œuvre, car elle constitue sans aucun doute une belle opportunité de création d'emplois pour les jeunes et les femmes et d'accroissement des revenus pour les ménages. Pour sa part, le gouvernement entend créer
les conditions favorables à la mise en œuvre de cette politique de développement durable des producteurs et des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Mesdames et Messieurs, les manifestations commémoratives de l'année internationale des coopératives se déroulent à un moment où notre pays vient d'enregistrer une de ses meilleures campagnes agricoles. Elles interviennent également au lendemain de la table ronde des bailleurs de fonds sur le plan de développement économique et social 2012-2013. Table ronde qui, comme vous l'avez suivi, a connu un succès éclatant avec l'annonce d'un financement supérieur au gap recherché. Nous reviendrons plus en détail sur la célébration de l'année internationale des coopératives, plus en détail demain. Signature hier après-midi à Niamey d'un accord de près de 25 milliards de francs CFA entre le gouvernement du Niger et la République populaire de Chine pour résoudre définitivement le problème d'eau auquel est confrontée la ville de Zinder. C'est le ministre d'État chargé du plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire qui a procédé à la signature de cet accord de prêt avec l'ambassadeur de Chine, Réci Mahmoud Idrissa et Haman Singh. Ce prêt de 25 milliards de francs CFA est destiné au financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Zinder, eux-mêmes des villages environnants. Un projet dont la réalisation permettra de doubler la capacité de production d'eau potable de la ville de Zinder de 1000 m3 à 21 000 m3 d'eau. Le ministre d'État chargé du plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire a salué l'excellente relation de coopération sino-nigérienne basée sur une solidarité agissante. Comme vous le savez, la satisfaction des besoins en eau potable des populations constitue une préoccupation majeure du gouvernement à laquelle les plus hautes autorités de notre pays, au premier chef son Excellence Issifou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, accordent un intérêt tout particulier. C'est pourquoi la satisfaction des besoins en eau potable des populations constitue un des objectifs prioritaires du plan de développement économique et social à travers le programme national de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement. L'objectif général du projet dont nous venons de signer l'accord cadre est d'améliorer les capacités d'alimentation en eau potable et le cadre de vie des populations de la ville de Zinder, en prenant en compte les besoins croissants induits par la raffinerie de pétrole à travers la réalisation et l'équipement de 20 forages d'exploitation pouvant fournir un volume supplémentaire de 11 000 m3 par jour et 3 piézomètres. La réalisation d'une conduite de transport de 400 mm de diamètre en fonte ductible sur une distance de 61 km et une nouvelle station de reprise comprenant une bâche de 1000 mètres et des pompes de surface de reprise. L'alimentation énergétique des installations par la réalisation d'une ligne moyenne et basse tension et l'installation d'un générateur de secours de puissance suffisante. La réalisation de 40 km de réseau de distribution, 25 bornes fontaines publiques et la connexion de 2000 familles, essentiellement à faible revenu, au réseau de distribution. Le renforcement de l'alimentation en eau potable du centre de Myria à partir de Zinder, le renforcement des capacités des structures en charge de la mise en œuvre du projet par la fourniture de moyens et de prestations de consultants. L'approvisionnement de la ville de Zinder en eau potable a depuis longtemps constitué un défi majeur pour les autorités nigériennes. La République populaire de Chine décide désormais d'apporter son soutien à notre pays en vue de mettre fin à ce calvaire des populations de Zinder. Comme vous le savez tous, l'eau est une ressource précieuse et indispensable à la survie et au développement de l'humanité. Depuis de longues années, la pénurie d'eau et la sûreté de l'eau potable reste un souci majeur pour bon nombre de pays dans le monde où on compte 1,3 milliard de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable salubre. Chaque année,
3,1 millions de personnes trouvent la mort à cause des maladies liées à l'eau. Ce problème est grave en Afrique en particulier. La signature de cet accord 4 permettra de résoudre le problème de l'eau potable pour 124 000 personnes. En plus, la mise en œuvre de ce projet contribuera vigoureusement au développement économique des terres. Le ministre Amadou Boubacar Cissé a rassuré la représentation chinoise que toutes les dispositions seront prises pour garantir une bonne exécution de cet important projet. Et juste après la signature de cet accord de prêt, le ministre de l'Hydraulique a tenu un point de presse dans lequel il a souligné l'importance de la réalisation de ce projet qui était l'une des grandes préoccupations des autorités de la 7e République. Il vous souviendra qu'au mois de mars passé, lors d'une réponse à une question orale que les honorables députés ont eu à nous poser, donc j'insistais sur le caractère persistant du problème d'alimentation en eau potable des populations de la ville de Zinder. Je dis bien le caractère persistant parce que c'est un problème récurrent. Chaque fois se pose le problème d'alimentation en eau potable de cette localité. Et au stade actuel, malgré les investissements qui ont été réalisés il y a 4-5 ans, nous avons un déficit d'au moins 2000 mètres cubes jour. Alors, avec ce qui vient de se faire, cela traduit la volonté du gouvernement de résoudre de façon durable les questions d'alimentation en eau potable de cette agglomération, de cette ville. Et nous venons de signer avec la coopération chinoise une convention de financement qui porte sur à peu près 25 milliards de francs CFA. Cet accord va nous permettre d'aller au-delà de Arugunza, qui est à 65 km de Zinder, d'aller au-delà dans la zone de Ganaram, à peu près 65 km de Zinder, pour faire des forages au nombre de 23, dont 20 seront des forages d'exploitation avec des débits d'au moins 20 mètres cubes heure chacun, ce qui va nous permettre de mobiliser par jour 11 000 mètres cubes supplémentaires, nous permettant de doubler la production actuelle. Ce qui veut dire que avec ce programme-là, avec les réalisations qui seront effectuées, nous allons résoudre le problème d'eau de cette localité pour l'horizon 2025-2030. Et ce n'est pas ça le problème, mais c'est l'infrastructure qui sera en place. Par la suite, même si en 2030, les besoins dépassent la production, il s'agit simplement d'effectuer des forages supplémentaires. Je veux dire, les problèmes à venir pourront être solutionnés avec peu de financement. Donc vous comprendrez, en tout cas ma satisfaction, c'est une promesse que le gouvernement a eu à faire sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et c'est la concrétisation, en tout cas au plan financier de cette promesse. Nous allons nous atteler au plan technique pour que le projet démarre rapidement et que les travaux puissent s'exécuter dans les règles de l'art et dans le délai imparti. C'est des travaux qui vont durer plus de 3-4 mois. Mais le démarrage, l'accord de financement vient d'être signé, l'accord cadre. Maintenant, il reste à signer avec Exim Bank et nous espérons qu'au mois de janvier, nous allons rapidement voir avec l'entreprise la possibilité de démarrer les travaux, ne serait-ce que les forages. Maintenant, il y a, comme je vous l'ai dit, 23 forages à faire. Et c'est déjà quelque chose qui va prendre au moins 4-5 mois, rien que la réalisation des forages. Après, Ganaram, c'est 65 km de Zinder, donc il faut produire l'eau et refouler ça au niveau de Zinder, ce qui nécessite la pose de conduite de refoulement sur 65 km. Et après, vous avez la distribution
à l'intérieur de la ville. Il faut densifier le réseau. On vous a dit qu'il y a 2000 branchements sociaux qui seront réalisés, 25 bonnes fontaines, et nous allons, autant que faire se peut, assurer l'alimentation en eau de l'ensemble des localités qui se trouvent sur le tracé. Bien, nous allons assurer l'approvisionnement en eau potable de Myria également. Ce n'est plus la peine que Myria continue à être approvisionné à partir des forages qui débitent peu de mètres cubes. Nous allons finalement connecter la ville de Myria au réseau d'alimentation en eau potable de Zender. Donc, c'est des réalisations qui peuvent durer 15 mois à 2 ans. Remise ce matin de matériel roulant, informatique et de sonorisation de l'Union européenne et de l'UNICEF à la direction de l'État civil et des réfugiés d'une valeur d'1,8 milliard de francs CFA, ce dont intervient dans le cadre de la convention de contribution signée il y a 8 mois entre la délégation de l'Union européenne au Niger, l'État du Niger et l'UNICEF pour accompagner pendant 4 ans le renforcement du système d'état civil au Niger. Compte rendu, Khadija Hassan, à côté Ouaglassan. Ce don est composé de 9 véhicules pick-up 4x4, dont 8 destinés aux différentes régions du Niger et 1 à l'administration centrale, 199 motos DT125 pour les communes rurales, 199 casques, 199 armoires métalliques, 8 ensembles de sonorisation pour les directions régionales et 16 ordinateurs destinés aux directions départementales de l'état civil pour un montant de 2 800 000 €, soit l'équivalent d'1,835 milliard de francs CFA. Cet appui permettra d'améliorer l'accès des populations aux actes d'état civil, actes de naissance, certificats de mariage, de décès et de divorce. Cette cérémonie marque un tournant important du partenariat tripartite gouvernement, Union européenne et UNICEF dans le domaine de l'état civil. La remise des clés a eu lieu entre le représentant résident de l'UNICEF au Niger et le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses. Cette convention est destinée à accompagner pendant 4 ans les réformes du système d'état civil entreprises par le gouvernement du Niger depuis 2007. Il s'agit d'une opportunité unique pour le pays pour renforcer autant l'offre que la demande des actes d'état civil, notamment dans les communes rurales où les familles ont des difficultés d'accès à ces services essentiels. Selon une enquête de 2006, au Niger, seuls 32% des enfants sont enregistrés à la naissance. Une grande joie manifestée par le représentant du ministre d'État, Dr Seydou Morou, en réceptionnant ce don. Les autorités de la 7e République, ayant mesuré l'importance de cette question, ont décidé de déconcentrer, de décentraliser tout ce qui a trait au recensement administratif et aux actes de l'état civil. C'est sur ces mots de reconnaissance, à la fois du gouvernement et du peuple nigérien, que je vous dis encore une fois merci et que je demanderai à tous nos agents de veiller à la bonne utilisation de ce matériel qui a été mis à leur disposition, non pas eux, mais à la disposition de l'ensemble du peuple nigérien. Pour le directeur de l'état civil et des réfugiés, ce don rendra plus efficaces les données statistiques qui permettront à l'État de mieux planifier les politiques et programmes de développement, ainsi que de mieux répondre aux besoins des populations. Avec la volonté politique clairement affichée au niveau des autorités de l'État, nous avons réformé l'état civil depuis l'année 2007. Et à l'issue de cette réforme, nous avons dressé un plan d'action pour lequel nous avons sollicité un certain nombre de partenaires pour la mise en œuvre de ce plan d'action. Beaucoup ont répondu, mais de manière beaucoup plus significative, c'est la conjonction des efforts Union européenne, UNICEF, au sein d'un programme commun qui nous a permis véritablement de faire décoller la mise en œuvre de ce programme-là.
Il faut souligner que cet appui est le deuxième du genre. Déjà, une vingtaine de communes rurales ont bénéficié d'ordinateurs, de motos et des ateliers de formation, d'information et de sensibilisation dans sa phase pilote. Une façon de démontrer combien les autorités de la 7e République et leurs partenaires accordent une très grande place aux questions d'état civil. Rencontre d'échange ce matin à la Maison de la Presse entre les membres de l'Observatoire national de la communication et les opérateurs des radios et télévisions de la place. Cette rencontre qui a permis d'échanger sur les enjeux de la migration vers le numérique a été présidée par le président de l'ONC. Compte rendu Bakar Diarra et Barokouba. Cette rencontre qui regroupe l'Observatoire national de la communication et les promoteurs des organes audiovisuels a pour objectif d'échanger sur les enjeux de la transition de l'analogique vers le numérique, un engagement pris par les pays membres de l'Union internationale des télécommunications depuis 2006. Ce processus comporte plusieurs enjeux, a indiqué le président de l'Observatoire national de la communication. C'est pourquoi il est important d'échanger avec les différents intervenants afin que le Niger soit au même diapason et que cette initiative soit une réalité pour les radios et télédiffuseurs. Le processus va nous amener à l'horizon de juin 2015 pour ce qui concerne la télévision, à la transition vers le numérique dans les conditions les meilleures. Pour ce qui est de la radio, l'échéance étant fixée à 2020. Cela aura certainement des impacts sur le mode de production et le mode de diffusion. Et il est important pour nous que les promoteurs des radios et télévisions du Niger puissent être imprégnés des impacts, des implications et des conséquences de la migration vers le numérique avant justement l'échéance de 2015. Cette migration lancée depuis la conférence régionale de Genève en juin 2006 comporte aussi bien des impacts que des enjeux juridiques. L'environnement juridique régissant le secteur de l'audiovisuel va être bouleversé. Donc conséquemment, les pouvoirs publics ont le devoir et la responsabilité de réadapter cet environnement. Vous allez avoir sur l'échiquier un certain nombre d'acteurs, les opérateurs de multiplex, les opérateurs de transport et les opérateurs de diffusion. Donc comprenez bien que sur le plan juridique et institutionnel, un certain nombre de réformes s'imposent. Je donne un exemple. Concernant les opérateurs de multiplex de transport, si le choix de ces opérateurs, si l'on y prend garde, ça peut aboutir à une espèce de monopole parce que tout simplement, ce sont les mêmes canaux qui servent à véhiculer un panel sans doute assez élargi de canaux dans la même fréquence. Mais c'est que si on y prend garde, compte tenu du statut juridique de l'opérateur du transport, ça peut aboutir à un signal si on ne prend pas des mesures juridiques. Sur le plan institutionnel aussi, il y a la question de la régulation qu'il faut aussi revoir. Classiquement, vous avez une régulation de contenant et du contenu. La régulation du contenant, c'est la régulation des infrastructures de télécommunications qui transportent le signal. La régulation du contenu, c'est l'audiovisuel, c'est-à-dire le contenu, les programmes. Mais avec la migration vers le numérique, les mêmes infrastructures servent de contenant et de contenu. Donc la question de régulation, à mon avis, va se poser inévitablement et dans certains pays, la solution a été carrément de fusionner les régulateurs du contenant et du contenu. Ces échanges permettront aux promoteurs des radios et télé d'être imprégnés. Ainsi, ils pourront nettement œuvrer pour que cela soit une réalité dans notre pays à l'image des grandes nations à haute technologie. Troisième point de presse à l'Institut national de la statistique, animé par le directeur général de l'INS pour faire le point sur le déroulement des opérations du 4e recensement général de la population et de l'habitat démarré il y a 10 jours. Adam Ari et Moumouni Gadou. Démarré le 10 décembre dernier, ce 4e recensement général de la population et de l'habitat se déroule normalement et le résultat est satisfaisant. Nous avons des informations qui nous ont été fournies par les différentes régions de notre pays et par les différentes communes. Parce que, comme nous l'avons expliqué, le dénombrement se fait surtout au niveau des communes.
nos centres d'unité, ce sont les communes. Et selon ces informations, l'état d'avancement donc du dénombrement général et de la collecte des données sur le terrain est globalement satisfaisant. Nous sommes aujourd'hui, selon les régions, à des taux qui varient de 60, 70, même 80%. Il y a même des communes qui ont déjà terminé leur travail. Nous ne pouvons pas vous donner tous ces détails parce qu'il y a 266 communes. Mais ce qui est sûr, c'est que selon ces informations, disons, le travail est globalement satisfaisant. À partir de ces informations, nous avons demandé aussi à nos équipes de faire des projections pour voir à peu près, selon les progressions constatées, quand est-ce que ces équipes vont terminer leur travail. Et ce travail a été effectué dans presque la majeure partie des régions de notre pays. Les équipes estiment qu'elles pourront terminer le dénombrement et le recensement le lundi 24 décembre 2012, Inch'Allah. Il y a des localités qui présentent des particularités et des spécificités où il se pourrait que ce dénombrement puisse ne pas se terminer à ce moment-là. Nous avons la commune de Ngourti, Tintabaraden, Adarbisnat. Vous savez, ce sont des zones particulières où nos équipements font du ratissage. Il faut suivre un peu les parcours de populations nomades pour pouvoir les recenser. Souvent, il faut faire des kilomètres, des dizaines, même des centaines de kilomètres avant de pouvoir les recenser. Vous avez par exemple une Ngourti, il y a plus d'une vingtaine d'équipes qui sont en train de sillonner la localité de Ngourti. Et ce n'est pas très facile. Et il se pourrait que peut-être cette localité-là puisse ne pas finir le travail, disons, le lundi 24 décembre 2012. Il y a aussi quelques communes où nous avons constaté qu'il y a eu des sous-estimations, disons, de leur population. C'est le cas de Bankilare et de Dogondouti. Mais ce que nous avons adopté comme démarche, c'est que beaucoup de nos équipes, il y en a même qui ont fini actuellement, vont être redéployées pour assister les autres équipes qui n'ont pas fini. Et nous pensons qu'avec cette démarche, la majeure partie, j'ai bien dit la majeure partie des communes pourront en tout cas être au rendez-vous du 24 décembre 2012. Mais au cas où toutes les communes ne pourront pas finir leur travail, nous ferons comme les recensements antérieurs, comme 1977, 88 et 2001. Nous demanderons au gouvernement de prendre, disons, des dispositions réglementaires pour qu'on puisse prolonger de quelques jours le dénombrement pour le finir dans ces localités-là. Dans la mesure où une des qualités du recensement général de la population, c'est quand même son exhaustivité et son universalité. Il faut que toutes les personnes résidant habituellement ou invités au Niger puissent être recensées. C'est pour cela que nous allons en tout cas tout faire pour que ça soit ainsi. Si cette situation que... Cependant, quelques contraintes ont été relevées par le directeur général de l'Institut national de la statistique. Les difficultés que nous avons recensées au cours de cette opération sont de plusieurs ordres. La première difficulté que je voudrais souligner, c'est que nous l'avons constaté, nous l'avons dit. Il y a eu des erreurs qui ont été commises au cours de la cartographie censitaire. Donc nos équipes qui ont fait de la cartographie ont souvent omis certaines localités, surtout dans les zones nomades. Il y a eu aussi, disons, des estimations de la population de certaines localités et nous avons aussi retrouvé souvent, disons, des doubles comptes dans certaines ZD. Ces erreurs ont souvent amené des petites incompréhensions au niveau des autorités administratives et coutumières et ont aussi retardé quelquefois le travail des agents recenseurs. Deuxième contrainte que nous avons constatée, ce sont les litiges, les revendications qu'il y a entre les communes. Et ça, nous avons déjà fait face à, disons, cette contrainte au moment des travaux de cartographie. Vous allez dans une localité, telle commune, tel maire vous dit, elle lui appartient, elle est rattachée à sa localité. Et le maire à côté vous dit non, cette localité, elle est rattachée à sa commune. Or, nous sommes basés sur les lois, sur la décentralisation qui rattachent telle ou telle localité à telle commune. Et puis nous avons dit, et nous le répétons, nous n'avons pas mandat. Notre travail
ne nous permet pas de rattacher telle ou telle localité à telle ou telle commune. Nous l'avons répété depuis des mois. Depuis des mois, nous le répétons aux autorités coutumières, aux autorités administratives, aux élus. Ce n'est pas notre travail. Nous sommes des techniciens. Notre travail consiste essentiellement à disposer d'un outil pour pouvoir un peu permettre à nos équipes de se déplacer. Et c'est ça la cartographie censitaire. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des incompréhensions et souvent ces litiges ont retardé la progression de nos équipes. Il a fallu souvent beaucoup de discussions, beaucoup de concertations et jusqu'à présent, nous avons dans certaines de nos localités encore ces difficultés-là qui empêchent à nos équipes, disons, d'avancer. Dans certains cas, il y a des agents recenseurs qui ont même été refoulés de certaines localités. La collecte de données sur le terrain se déroule dans des conditions satisfaisantes, malgré quelques contraintes relevées. Clôture hier soir des assises du Forum Paix et Développement, rencontre organisée par l'ONG Head Tamat avec l'appui financier de Caire, Allemagne et Luxembourg. Des recommandations de 10 engagements de la région pour la paix ont sanctionné la fin des travaux. Mohamed Madou, Ibrahim Mariko. Les travaux du présent forum régional s'inscrivent dans le cadre du projet Culture de la paix mis en œuvre par l'ONG HD Tamat sur financement de Caire, Allemagne et Luxembourg. Il se veut une contribution concrète de cette organisation non gouvernementale à la consolidation du processus de paix devenu une réalité palpable dans notre pays. La rencontre d'Agadez boucle une série de 11 forats de proximité que les communes partenaires de l'ONG ont eu à abriter tout au long de l'année. 3 jours durant, les participants se sont attelés à une analyse sans complaisance de la situation sécuritaire qui prévaut dans la région et explorer les voies et moyens susceptibles de ramener une paix totale et durable dans le Nord. Un appel sans précédent à sortir de 10 engagements prêchant la paix et la tolérance, a sanctionné la fin de 3 jours de réflexion féconde. Il est lu par le maire de la commune urbaine de Tchurozlin. Nous, représentants de l'État, des collectivités décentralisées, de la chefferie traditionnelle, des structures organisées de la société civile, des chefs religieux, des organisations des femmes et des organisations des jeunes de la région d'Agadez, réunis dans le cadre du Forum régional sur la paix et le développement tenu à Agadez le 17, 18 et 19 décembre 2012 et organisé dans le cadre du projet Culture de la paix, prenons les 10 engagements solennels suivants. 1. D'œuvrer résolument à l'enracinement d'une paix durable dans la région d'Agadez, au Niger, dans la sous-région et dans le monde, et de faire régner cette paix dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages et dans nos communes. 2. De mener des campagnes de sensibilisation et d'animation pour un retour à nos valeurs culturelles positives. 3. De prêcher les vertus de la tolérance, de la patience, de la paix et de la solidarité entre les personnes humaines en général et entre les Nigériens en particulier. 4. De dénoncer et de bannir tout acte susceptible de compromettre la stabilité, la paix et la sécurité dans notre région et dans notre pays. 5. D'appuyer les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de maintien de la paix. 6. De nous conduire partout en défenseurs et ambassadeurs infatigables de la paix. 7. De veiller à l'application stricte des conclusions des forats tenus dans la région d'Agadez courant 2012. 8. D'intercéder auprès de l'État nigérien en vue d'honorer et d'accompagner les engagements pris à travers les recommandations et résolutions des différents forats. 9. D'adhérer pleinement à la stratégie développement et sécurité SDS Sahel Niger et au plan de développement économique et social PDES. 10. De plaider auprès de nos partenaires techniques et financiers pour soutenir davantage la consolidation et la pérennisation de la paix à travers, entre autres,
la lutte permanente contre la pauvreté et l'analphabétisme. Les participants au Forum Paix et Développement ont en outre adressé des motions spéciales de remerciement à l'endroit du gouverneur de la région et du président de l'ONG HD Tamat, Mano Agali. Celui-ci s'est pour sa part engagé à poursuivre sans relâche son œuvre de construction nationale en annonçant des appuis exceptionnels au bénéfice des secteurs sociaux de base et des populations vulnérables. Clôturant les travaux, le gouverneur Garba Mekido a salué la détermination des participants à faire en sorte que la région d'Agadez retrouve ses lettres de noblesse en matière de sécurité, de stabilité, d'hospitalité et de solidarité. Pour lui, ce formidable sursaut patriotique est à mettre à l'actif du président de l'ONG HD Tamat. Ce travail a été rendu possible grâce à l'engagement et à la volonté d'un fils de la région d'Agadez. J'ai nommé M. Mano Agali, président de l'ONG HD Tamat. J'avoue que je suis émerveillé par le dévouement avec lequel il a travaillé pour notre région et pour notre pays. Je suis également émerveillé par le soutien que lui apportent ses frères et surtout l'adhésion populaire dont sont créditées les actions qu'il mène à l'endroit des populations de notre région. Pour ma part, je peux vous rassurer de mon engagement personnel à défendre avec toute mon énergie vos recommandations et vos attentes à l'endroit de l'État. Votre mobilisation générale et la pertinence des thèmes abordés ne peuvent me laisser indifférent. Des remises de témoignages officiels de satisfaction étaient également au programme. Le gouverneur d'Agadez, le président du conseil régional, le président de l'ONG HD Tamat les ont décernés à plusieurs personnalités attachées à la préservation de la paix et de l'unité nationale. Les distinctions concernent en outre le président de la République Issoufou Mahamadou, le président de l'Assemblée nationale Hama Amadou, le premier ministre Brigitte Raffini, le conseiller du chef de l'État Rissa Agboula, figure emblématique de la rébellion des années 90, et les principaux consultants du forum. Enfin, pour immortaliser l'engagement pris, les participants au forum d'Agadez ont procédé en présence du conseiller en coopération et action culturelle de l'ambassade de France en mission dans la région à la plantation d'arbres. L'opération a eu lieu dans l'enceinte de la grande salle de réunion du gouvernorat où se sont déroulés les travaux. Au total, 18 arbres symbolisant la longévité de l'acte des signataires de 10 engagements ont été plantés. Fin à Tillabéri d'un atelier de validation de l'étude de réactualisation du plan de développement local du camp du programme Kandaji. C'est le haut-commissaire à la vallée du Niger qui a présidé la cérémonie. Bada Salamatou Jibono. Financé par l'Agence française au développement, cet atelier qui a regroupé plusieurs acteurs permettra de parvenir à un partage consensuel du contenu des rapports provisoires avec ces derniers à partir des 3 objectifs suivants. Restituer les résultats essentiels auxquels l'étude est parvenue, recueillir les observations et amendements des participants, valider les rapports provisoires soumis à l'appréciation des participants. Occasion saisie par le gouverneur de la région de Tillabéri de saluer cette heureuse initiative du programme Kandaji qui est la validation du plan de développement local. Le général Youssoupha Mamadou Maïga de mentionner que ce plan constitue non seulement une piste de solution durable initiée par le gouvernement à l'endroit des populations rurales pour améliorer leurs revenus, mais aussi le fruit d'un processus participatif ayant impliqué tous les acteurs à toutes les étapes de son élaboration. Les travaux de cette rencontre étant d'importance indéniable pour les actions futures, le gouverneur de la région de Tillabéri a exhorté les participants à une attention soutenue aux différents exposés, à faire preuve de compréhension et de partage d'expériences. En ouvrant les travaux de cette rencontre, le haut-commissaire à l'aménagement de la vallée du Niger, Al-Mustafa Garba, a situé toute l'importance de cette étude. Cette étude vient compléter et renforcer le premier plan de développement local sur financement de notre partenaire du programme, à savoir la Banque africaine de développement. Le projet proposé vise à valoriser toutes les opportunités de développement induites par la construction du barrage en créant les conditions environnementales favorables à une activité socio-économique rurale rentable et durable
par la régénération des écosystèmes, la protection et la gestion des ressources naturelles des bassins versants, la construction d'infrastructures rurales et le développement des filières écotourisme, production animale, production agricole, production halieutique, etc. Au regard de la qualité du document qui sera soumis à l'appréciation des participants, Al-Mustafa Garba a invité les différents acteurs à accorder une attention particulière à son examen et d'y apporter leur contribution au cours de ces 2 jours de travaux. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture organise depuis ce matin au Grand Hôtel de Niamey un atelier d'élaboration du cadre de programmation des pays FAO Niger. Cette rencontre de 2 jours est une opportunité pour renforcer les synergies et veiller à une meilleure intégration et une complémentarité des interventions. C'est le haut-commissaire à l'initiative 3N qui a présidé l'ouverture de ces travaux. Compte rendu Mahamadou Adamou et Salamatou Mamarabiou. Cette formulation du cadre de programmation intervient juste après l'adoption par le gouvernement du plan de développement économique et social PDS 2012-2015, l'initiative 3N pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le programme de développement agricole 2012-2015. Le cadre de programmation pays est aussi un support de plaidoyer pour la mobilisation des ressources toujours indispensable au financement des priorités et programmes définis par le gouvernement. À cet égard, il constitue un important levier de la mise en œuvre de l'initiative 3N, de l'UNDAP et de la plupart des stratégies sectorielles. Le coordonnateur du système des Nations Unies a indiqué que le contexte dans lequel s'inscrit cette rencontre est d'une grande importance. Je voudrais vraiment vous inciter à avoir une lecture et une discussion approfondie sur ce cadre qui va nous engager sur la période 2012-2015. D'autant que, comme l'a dit le représentant résident de la FAO, ce cadre s'articule avec les priorités nationales telles que définies dans le plan de développement économique et social, incluant l'initiative phare que constituent les 3N. Ça s'articule aussi avec l'ensemble des acteurs du système des Nations Unies dans le cadre de leur domaine de coopération au niveau du cadre d'assistance au développement que constitue l'UNDAF. Pour sa part, le haut-commissaire à l'initiative 3N a rappelé les objectifs assignés à cette rencontre. Cette rencontre vous permettra d'avoir une meilleure compréhension et une compréhension commune du CCP, d'identifier, analyser et valider les domaines stratégiques d'intervention et la matrice des priorités de l'appui de la FAO au Niger pour la période 2012-2015 et d'adopter une feuille de route pour la formulation du CPP Niger. Donc, en d'autres termes, il s'agira en fait d'avoir un document consensuel, mobilisateur de l'ensemble des partenaires pour soutenir les interventions de la FAO pendant la période 2012-2015. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a également indiqué que cette rencontre travaillera à renforcer le dialogue avec le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et aussi toutes les parties prenantes nationales. Le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL, a procédé ce matin à l'ouverture de la 3e session de formation des élus locaux sur les enjeux de la décentralisation et du fonctionnement des communes. Récit Ismaël Daouda Hamani Singh. La co-délivrance des services publics, la gestion de l'eau dans les communes, complémentarité et conflits autour du développement local sont entre autres les thèmes sur lesquels les conférenciers vont entretenir ces maires de 8 communes de notre pays et 3 présidents des conseils régionaux de Dosso, Tillabéri et Zander. Organisé par le laboratoire d'études et de la recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL, sur un financement de la coopération suisse. Cette 3e session de formation des élus locaux se veut un cadre d'échange autour des éléments de leur vie quotidienne, des difficultés réelles de fonctionnement des communes, des relations complexes que les maires entretiennent avec les autres acteurs locaux. La présente session réunit les maires de 8 communes, que sont Koni, Kolo, Libore, Walam, Olelewa, Chadakuri, Tamaské et Tibiri, et 3 présidents de conseils régionaux
à savoir Dosso, Tillabéri et Zender. Si le LASDEL initie ces formes d'ateliers, c'est parce qu'elles répondent à des volets de son plan stratégique. Il s'agit celui de contribuer au débat public à travers des animations scientifiques. Ce débat, nous avons choisi de le mener, entre autres, avec les élus locaux, qui sont les premiers responsables des communes, qui sont les principaux acteurs des politiques publiques communales et de leur mise en œuvre. Cet atelier de formation, loin des formations de type classique, où il y aurait un savant qui inculque des connaissances à des apprenants, se veut un cadre d'échange autour des principaux résultats des recherches obtenus lors de nos recherches dans les différentes communes du Niger. La présente session, j'en suis convaincu, vous permettra de renforcer vos connaissances sur les enjeux de la décentralisation en général et sur le fonctionnement des communes nigériennes en particulier. Cette troisième session de formation des élus locaux intervient après la tenue des deux autres en septembre et décembre 2011 et qui ont permis de regrouper les maires d'une quinzaine de communes autour des thèmes similaires. Ouverture toujours ce matin à Niamey d'une session de formation au bénéfice des surveillants des établissements pénitentiaires. L'objectif de cet atelier est de les outiller sur les normes nationales et internationales de protection des droits des détenus. Compte rendu Hamsat Mahamadou et Issoufou Nomaou. Après les régisseurs, c'est aujourd'hui le tour des surveillants-chefs et surveillants des établissements pénitentiaires de recevoir cette formation sur les normes nationales et internationales de protection des droits de détenus. Organisée par le ministère de la Justice en collaboration avec le système des Nations Unies, cet atelier, le deuxième du GER, a pour objectif d'outiller ces surveillants à moyens et mécanismes juridiques leur permettant d'humaniser l'espace carcéral. Pour le représentant du coordonnateur du système des Nations Unies, cette initiative est salutaire car permettant d'améliorer les conditions de vie des détenus. Plusieurs thèmes seront développés au cours de ces 2 jours de travaux. En votre qualité de surveillant-chef et surveillant des établissements pénitentiaires, vous devez désormais considérer que la personne incarcérée est et demeure une personne humaine à part entière dont les droits fondamentaux ne peuvent être méconnus. À cet égard, nous sommes tous soumis à diverses obligations pour garantir en toutes circonstances le respect et la protection de ses droits. Que la personne incarcérée demeure un citoyen, cela veut dire que les motifs d'incarcération ne peuvent en aucun cas justifier la mise à l'écart de la société d'un détenu. 3 thèmes d'une grande importance vous seront développés par d'éminents spécialistes en la matière, notamment les notions fondamentales des droits humains, le cadre juridique régissant l'administration des établissements pénitentiaires, les droits des détenus et la protection internationale de ces droits. Par conséquent, je vous invite à suivre avec attention toutes les communications qui vous seront faites. Depuis 2 ans, le ministère de la Justice, par le biais de la direction de l'administration, de la sécurité pénitentiaire et de la réinsertion, s'active à travers ces séries de formations à créer un meilleur cadre de vie pour les détenus. Ouvert le 17 décembre dernier, les travaux de l'atelier sur le projet de politique nationale en matière de sciences, de technologie et d'innovation du Niger se poursuivent activement à l'EMIG. Le point des travaux à la date d'aujourd'hui avec nos reporters Abdelazek Amadou et Sakissa. Au 3e jour des travaux, les participants à l'atelier de réflexion sur le projet de politique nationale en matière de sciences, de technologie et d'innovation se sont penchés dans les travaux en commission sur, entre autres thèmes, les atouts et les défis à relever en matière de politique scientifique et technologique. Et cela en conformité avec les textes juridiques et législatifs en vigueur au Niger. La recherche scientifique, le développement des technologies et des innovations devront aider le pays à résoudre des problèmes concrets posés dans un certain nombre de domaines. Par exemple, dans l'agriculture, comment faire en sorte que la productivité soit améliorée. Il faut développer un certain nombre de savoir-faire nouveaux,
capable de booster la production, de changer les comportements au niveau des différents acteurs. Si vous prenez le domaine des mines où le pays regorge d'énormes potentialités, il faut faire en sorte que les ressources humaines nécessaires pour porter les ambitions que vous avez sur le domaine des mines et de l'énergie et de l'artisanat, que ces ressources humaines soient disponibles et capables vraiment de participer à cet effort-là. Un projet déterminant à plus d'un titre pour la définition d'une politique nationale en matière de sciences et de la technologie, gage d'un développement économique, social, harmonieux et durable. Au niveau du groupe 2, depuis hier, on était sur l'état des lieux. Donc on a fait une revue pratiquement de l'état des lieux, qu'on a critiqué, qu'on a amendé. Est-ce que l'état des lieux tel que ça a été présenté, est-ce que ça reflète la réalité? Mais de façon générale, je peux vous donner un peu vraiment le point de vue du groupe. De façon générale, au Niger, on a fait beaucoup de documents. Donc les informations existent. Le seul problème, c'est l'application des textes. Et donc l'inquiétude du groupe, c'est que ce document qu'on est en train de produire, il ne faut pas que ce document ait le même sort que les documents d'avant. Et on vient de finir vers 13h15 l'état des lieux et on a entamé le cadre logique. La partie impact a été amendée et donc on va entamer les autres parties du cadre logique. Composante clé d'une croissance soutenue et durable, les sciences et la technologie qui constituent de nos jours les moteurs du développement nécessitent de gros investissements. Ça demande de gros investissements. Le travail qu'on est en train de faire, c'est de vraiment fournir un document, de vraiment mettre en forme ce document. Et comme vraiment l'enjeu, c'est de vraiment faire avancer, donc c'est d'utiliser la science, la technologie donc, dans le développement socio-économique du pays. Donc on s'attend à ce qu'il y ait vraiment un débat assez riche parce qu'on pense aujourd'hui, surtout en matière d'enseignement professionnel, qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'investissement qui est fait dans ce domaine. Et on a noté avec le consultant qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Au sortir de l'atelier, des résultats probants sont attendus, dont entre autres l'élaboration d'un document sur la politique nationale en matière de sciences et de technologie, document de référence à la matière. Ouverture ce matin à Niamey de la 7e édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire. Ce concours a été organisé par la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Niamey et le comité international de la Croix-Rouge CICR. L'objectif est de promouvoir l'enseignement du droit international humanitaire en milieu académique. Récit Mahmoud Idrissa et Tahirou Hassan. Cette 7e édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire est organisée conjointement par la faculté des sciences économiques et juridiques de l'université de Niamey et le comité international de la Croix-Rouge, le CICR. Pendant 4 jours, les étudiants de l'université et ceux des grandes écoles de formation civile et militaire de la capitale seront formés sur les règles du droit international humanitaire avant de rivaliser autour de cas fictifs mettant en jeu des situations appelant au DIH et au respect de l'action humanitaire. Et c'est là devant un jury diversement constitué. Le choix du milieu académique pour ce concours n'est pas fortuit, a précisé le délégué régional du CICR de Niamey. En s'adressant aux étudiants, c'est la future génération que le CICR interpelle et sensibilise aux enjeux liés aux aspects des règles de la guerre, le DIH, mais aussi à l'action humanitaire dont la mise en œuvre est de plus en plus complexe et si elle n'est même pas parfois remise en question totalement. Au sortir de cette expérience, les participants auront probablement appris les règles qui s'appliquent lors des conflits armés. Demain, ils les défendront et les appliqueront dans leurs professions respectives. Le vice-recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey a apprécié cette implication du CICR dans la vulgarisation du droit international humanitaire au Niger et sa volonté de l'inscrire dans la durée. Cet événement académique majeur que nous avons l'honneur de parrainer au nom du recteur de l'université Abdou Moumouni témoigne une fois de plus de l'engagement de notre institution à travers la faculté des sciences économiques et juridiques, qui démontre ainsi par sa participation à l'organisation de ce concours sa volonté de s'en approprier et de l'inscrire durablement dans l'agenda annuel de ses activités académiques.
Cette implication du CICR, qui se traduit par les appuis multiformes qu'il apporte à la FCEJ en vue d'assurer la réussite de ce concours, participe des efforts que déploie cette institution internationale pour appuyer l'intégration du DIH dans l'enseignement à l'université et pour aussi susciter et maintenir un intérêt croissant des étudiants universitaires en général pour cette matière. Cette 7e édition du concours national en droit humanitaire international permettra certainement d'améliorer les compétences locales en la matière. Remise ce matin au siège de la Lonani du gros lot du quintet de ce week-end d'un montant de plus de 15 millions de francs CFA. Le prix a été remis à l'heureux gagnant par le directeur général par intérim de la Lonani. Nous voilà encore réunis pour une remise de lot important gagné au cours du quintet du samedi 15 décembre 2012 correspondant à la journée 350. Il s'agit de l'unique gagnant et il est de la région de Niamey. Monsieur Mamman Hassan, mécanicien de son état, et il est le 637e gagnant multimillionnaire enregistré par la Loterie nationale au cours de l'année 2012. Donc, monsieur Mamman Hassan, la valeur de votre lot est de 15 millions et 46 000 francs CFA. Au nom de la directrice générale, au nom de l'ensemble du personnel de la loterie, j'ai l'honneur donc de vous remettre cet important chèque et je vous en félicite. Nous vous souhaitons aussi un très bon usage. International est implanté au Niger et propose des produits naturels qui traitent des maladies telles que l'obésité, l'intoxication ou les accidents vasculaires. Edmark ouvre ses portes aujourd'hui au grand public pour leurs besoins en produits 100% bio. Compte rendu, Salamoto Amadou Jibo et Barokouba. Entreprise de commercialisation de produits alimentaires et cosmétiques à composants essentiellement biologiques, Edmark International est représentée dans une dizaine de pays africains. Edmark est engagé à aider les gens à réussir en santé, en prospérité et cela dans le bien-être, l'amour, la compassion et la gratitude en proposant à la clientèle des produits de qualité. Edmark International, c'est Eva Dynamic Marketing. C'est-à-dire le marketing toujours direct, toujours en forme. Aujourd'hui, nous installons un dépôt. Nous avons déjà commencé, cela fait déjà presque 1 an. Donc nous avons déjà des gens qui en ont profité, qui ont bénéficié de ces produits et qui peuvent témoigner des bienfaits de ces produits. En fait, Edmark International, qui est implanté depuis peu au Niger, propose des produits qui luttent contre l'intoxication, la constipation, les accidents vasculaires cérébraux et l'obésité. Edmark International a une gamme de 8 produits. Et nous avons le Chekoff Phytofiba, qui est un détergent du côlon. Et nous avons le Splina liquide, qui est à base de la chlorophylle pure. Donc, qui atténue, qui équilibre l'état acido-basique du corps humain. Et nous avons le MRT complexe. Le MRT complexe, c'est au fait la thérapie de remplacement du repas. Nous avons le Babelsi. Le Babelsi qui est en fait de la vitamine C naturelle. Fait à base d'orange, c'est de la vitamine C naturelle. Après le Babelsi, nous avons des cafés. Il y a un café, ginseng café. Le ginseng café est surtout conseillé pour les hypotendus et pour les gens qui ne mangent pas régulièrement dans la journée. Et le deuxième café, c'est le Redis, qui est un relaxant. Et enfin, nous avons le bio-élixir. Le bio-élixir que nous appelons aussi l'élixir de la jeunesse. Et en plus, Edmark a innové avec ce que nous appelons aujourd'hui les céramiques. Les céramiques, c'est juste un alliage avec de la céramique et du plastique. Ce sont des ustensiles de cuisine qui peuvent supporter jusqu'à 110 degrés Celsius dans un micro-ondes.
Edmark propose une gamme variée de produits à effet rapide et efficace avec un goût agréable à composants essentiellement biologiques. Les produits sont élaborés à base d'ingrédients naturels. Aucun effet secondaire. Je dis bien aucun effet secondaire. Ce sont les mêmes produits, les feuilles vertes, les fruits, les légumes que nous ne mangeons pas régulièrement, que Edmark a élaboré sous forme de produits compléments alimentaires. Et de l'autre côté, les ustensiles, comme je le dis, sont incassables mais sont biodégradables. La prise des produits Edmark n'a aucune conséquence néfaste sur la santé humaine. Cette entreprise compte s'installer officiellement très bientôt au Niger pour une offre qui répond à la forte demande. Un réseau de trafiquants de mineurs a été appréhendé au cours d'un contrôle mené par les éléments de la brigade de recherche et d'intervention des services de la police judiciaire d'Agadez. 5 individus arrêtés et 10 enfants mineurs récupérés. Reportage Moussa Efale et Malik Abdraman. Dans la journée du 17 décembre 2012 vers 16h, les éléments de la brigade de recherche et d'intervention des services de la police judiciaire d'Agadez ont mis la main sur un réseau de trafiquants d'enfants mineurs sur la route de Dirkou au moment du départ du convoi. Un acte sans précédent et banni par la communauté internationale. Il s'agit de 5 individus arrêtés qui ont en leur possession 10 enfants mineurs qu'ils ont bien voulu acheminer vers un pays voisin. Ils ont été présentés ce matin au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte du commissariat de la police d'Agadez en présence du procureur de la République Samna Cheibou et du président de l'ANDDH section d'Agadez. L'officier de police Massaoudou Amadou, chef de la police judiciaire à la direction régionale de la police nationale d'Agadez, nous fait la genèse de cette opération. Le 17-12-2012, nos éléments de la brigade de recherche et d'intervention étaient en visite au niveau de la route d'Irkou, où ils ont trouvé ces 10 enfants en possession de ces 5 majeurs. Et ils veulent les acheminer en Libye, en terre libyenne, où ils seront exploités dans des travaux de jardinage ou de pâturage. Oui, les ont conduits et ils sont poursuivis pour trafic d'enfants. Le procureur de la République, très choqué par cet état de fait, souligne. C'est une situation quand même extrêmement grave. Parce que ce qui me fait mal, c'est que ces gens ont quitté à 455 km ici à l'intérieur du Niger. Et ils ont pu franchir toutes les barrières de la police pour arriver jusqu'à Agadez où ils se font interpeller. Et je suis surpris que ces gens-là aient pu arriver jusqu'ici sans qu'aucune de ces barrières de police n'ait pu les appréhender pour demander où est-ce qu'ils vont. En fait, comme vous voyez, c'est des enfants dont l'âge varie entre 10 et 11 ans, et une dizaine de gamins, parmi lesquels il y a un qui a été admis aux soins parce qu'il est souffrant. À coup sûr, avec le froid, avec la distance, il n'allait pas tenir le coup. Il allait certainement perdre la vie en cours de route, et c'est une situation qui doit beaucoup interpeller. C'est des enfants, comme vous l'a dit l'officier, qui ont été déplacés de chez eux, souvent sous le mensonge ou le miroitage d'une vie meilleure ou d'un Eldorado au niveau de la Libye. Ils vont travailler certainement à coût de centaines de milliers de francs, mais ils ne gagneront peut-être que 1% ou 2% ou au maximum 10% du travail qu'ils ont effectué. Et c'est ça le reste va servir à rembourser tout ce qui a été investi pour les amener jusqu'en Libye. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que ces enfants sont les mêmes qui nous reviennent souvent à l'âge adulte de la Libye, totalement drogués et qui reviennent ici, qui reviennent auprès de leurs parents à un moment où ils ont été suffisamment pressés comme des citrons, à un moment où ils ont été totalement abrutis et drogués. Ils vont revenir ici dans leur pays d'origine après 10 ans, après 20 ans. Et c'est eux qu'il faut souvent gérer au niveau de la police, dans les vols à main armée, dans toutes sortes de crimes et de délits. C'est l'occasion d'inviter la population à plus de vigilance. Pour sa part, le président de l'ANDDH, section d'Agadez, il lance un appel à l'endroit de l'État. Je veux
faire un appel au niveau de l'État pour qu'on prenne des dispositions pour occuper ces enfants au niveau de leur localité. Parce que effectivement, on a fini les travaux champêtres, les enfants se trouvent dans le village, ils n'ont rien à faire, les parents sont démunis, donc ça tente les parents à les envoyer où ils peuvent leur trouver des ressources. Donc l'État doit faire de façon à ce que, pour ceux qui ont l'âge d'aller à l'école, de retourner à l'école, ceux qui ont dépassé, qu'on leur trouve des préoccupations au niveau de leur localité. Ainsi se referme cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.